maintenant, on va donner la parole à notre conférencier qui va nous édifier un peu sur la thématique pour laquelle nous l'avons invité. Bien. C'est un très grand honneur pour moi d'être aujourd'hui avec vous ici. Aujourd'hui, c'est moi qui suis invité pour parler de la problématique de l'évolution socio-économique de la Guinée. Demain, le cercle du Conseil des étudiants guinéens de l'UNB invitera d'autres sommités pour venir s'exprimer ici, comme ils l'ont dit dans leur introduction, pour permettre un échange fructueux pour, en fonction des différentes interventions, des études qui vont être mises en œuvre, trouver la meilleure voie pour sortir la Guinée, puisque c'est le cas guinéen qu'on privilégie aujourd'hui, mais pour sortir un pays africain du tiers-monde de cette situation de marasme qui n'a que trop duré. Je vais introduire en vous parlant d'un texte ou d'un livre qu'un non-guinéen a écrit en 1948. Et le livre, il l'a terminé en 1951. Il s'agit du gouverneur du territoire français qu'était la Guinée à l'époque. Il s'agit de M. Roland Pré, qui, dans son étude « L'avenir de la Guinée française », a donné une certaine indication qui est extrêmement importante pour la génération actuelle. Parce que pour beaucoup d'entre nous, on n'était pas nés à l'époque, mais il est important que quelqu'un qui a un regard distancié par rapport à la problématique de la Guinée puisse s'exprimer. Qu'est-ce qu'il disait? À l'inverse de la plupart de tous les autres territoires africains, la Guinée, en effet, se procure sur place et en abondance la quasi-totalité des produits dont elle a besoin. Elle produit en moyenne 180 000 tonnes de riz par an, 75 000 tonnes de fonio et maïs, 10 000 tonnes d'huile de palme, 5 à 6 000 tonnes de noix de cola, un élevage qui lui permet de consommer annuellement plus de 100 000 bovins et près de 100 000 ovins et caprins. Malgré ces aspects satisfaisants, il est loin de donner une idée des possibilités d'avenir du territoire. L'équilibre économique de la Guinée est en effet en cours de transformation actuellement. Dans l'ère d'industrialisation dans laquelle entre le continent africain, la Guinée paraît appelée à jouer un rôle de premier plan, car elle dispose des deux éléments de base de toute activité industrielle moderne, les matières premières et l'énergie. Il est permis d'affirmer qu'elles permettront à la Guinée, en peu d'années, si elle le veut, non simplement d'exporter en abondance des minerais de toutes sortes, mais encore d'installer sur son territoire des activités métallurgiques qui joignent aux industries de transformation complémentaires de son activité agricole seront le point de départ d'une transformation radicale de son économie. Si l'on ajoute encore les perspectives de culture mécanique du riz dans les vallées et les plaines libérales, il semble que l'avenir dans tous les domaines soit extrêmement prometteur. Ça, c'était en 1951, écrit par un Français, gouverneur de l'époque de la Guinée, M. Roland Pré. Mesdames et messieurs, ces lignes ne sont pas l'œuvre d'un exalté, mais il s'agit d'un esprit lucide qui met en avant son professionnalisme
pour servir au mieux les intérêts de la France de l'époque. Mais qu'est devenue la Guinée? Quelles en sont les évolutions socio-économiques, les enjeux et pour quelles perspectives? Comme M. Sirajou Diallo l'a dit tout à l'heure, le sous-sol guinéen renferme d'importantes ressources minières dont les réserves sont fabuleuses. Pourvu des 2/3 des réserves mondiales de la bauxite, vous savez, c'est avec de la bauxite qu'on fabrique l'aluminium, de près de 10 milliards de tonnes de fer, de quantité non négligeable, de calcaire, de nickel, de diamant, d'or et de titane. À ceci s'ajoutent des indices d'uranium et de chrome. Sur le plan énergétique, Château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, pour ceux qui ne le savent pas, l'essentiel des fleuves de l'Afrique de l'Ouest, que ce soit le Sénégal, que ce soit le Niger, et tant d'autres fleuves de moindre importance comme la Gambie, prennent leur source en Guinée. Donc, ces fleuves offrent de grandes possibilités de production d'énergie dont le potentiel est évalué à plus de 6100 MW d'énergie annuelle garantie. Paradoxalement, malgré toutes ces richesses, durant la période 2000 à maintenant, la croissance économique de la Guinée, qui est aux alentours de 2%, est parmi les plus faibles de la région ouest-africaine. On verra ça tout à l'heure avec les slides. Par conséquent, le PIB par habitant de 400 $ US est en dessous de la moyenne régionale. Pour expliquer cela, je crois que les indicateurs économiques qui sont là vous permettent de voir qu'en 2011, le niveau du PIB du pays est aux alentours de 3,9, alors que pour 2012, les estimations indiquent 4,6. Mais il faut relativiser ces chiffres. Par exemple, si on prend le cas des pays européens, lorsqu'ils ont une croissance de 1%, c'est extrêmement bénéfique pour l'économie nationale. Mais pour des pays comme la Guinée, qui sont des pays où pratiquement rien n'est encore fait, des taux de croissance de ce genre ne sont presque en deçà du taux de développement démographique de la population. C'est-à-dire, au lieu que la population guinéenne s'enrichisse chaque année, la population guinéenne, annuellement, avec ce niveau de production, de création de richesse, la population devient de plus en plus pauvre. Et si vous voyez les perspectives qui sont données pour 2013, 5,2, ce sont des estimations et des projections. Ils ont fait ce tableau en estimant que Rio Tinto allait commencer sa production et que les gisements miniers allaient être exploités. Mais on verra par la suite que ces projections sont des projections optimistes qui ne reflèteront pas la réalité de la Guinée de 2013 et de 2014. Il est important aussi de situer la Guinée par rapport aux autres pays. Lorsqu'on regarde la Guinée en elle-même, on se bat entre telle région est plus riche que telle autre, mais lorsqu'on se situe dans le contexte africain, par rapport au PIB, vous voyez que la Guinée, qui est indiquée en noir ici, est en dessous des pays comme le Nigeria, le Ghana, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, etc., le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Tchad, le Bénin, le Niger. Après, c'est la Guinée. Les autres pays sont en dessous. Ça, c'est au niveau de la création de richesse. Mais, par rapport à la création de richesse rapportée par personne, par tête d'habitant, c'est-à-dire si on distribuait la richesse guinéenne à tous les Guinéens, le classement de la Guinée serait pratiquement parmi les tout derniers parce que seul
le Libéria, le Niger et la République centrafricaine sont en dessous de la Guinée. Tous les autres pays sont au-dessus de la Guinée. C'est pour dire que le niveau de pauvreté des Guinéens, c'est une pauvreté qui est anormale et qui est relativement importante au regard même de la situation des autres Africains, comme vous le voyez sur ce tableau. Le tableau qui est là, il n'est pas suffisamment expressif. Mais je m'attarderai sur l'année 2008 pour indiquer que l'année 2008, vous voyez, en noir, la part de la production de richesse nationale en Guinée est de l'ordre à peu près de 5, et la moyenne sur le continent africain en bleu est légèrement en dessous. L'année 2008 est une année particulière. Vous savez que 2007, il y a eu 2005, 2006, 2007, vous avez les mouvements sociaux et la révolte qu'il y a eu. À partir de mars 2007, avec l'arrivée de Kouyaté, et au mois de mai 2008, avec l'arrivée de Souaré, la Guinée était dans une position charnière de transition avec le général Lansana Conté comme président de la République. Et il y avait un début de démarrage. Mais ça a été vite stoppé parce que l'expérience gouvernementale à laquelle j'ai participé, pour être très précis, n'a duré que 5 mois, mois de juin, mois de décembre, et ça a coïncidé avec la mort du général Lansana Conté. Et de 2008 à 2009, vous voyez, la création de richesse en Guinée a été négative. Cela veut dire que c'est une chute brutale. Et en 2010, même s'il y a eu un petit regain de création de richesse, lorsque le niveau de développement démographique, qui est à peu près de l'ordre de 3, si vous prolongez la droite, la création de richesse doit être toujours supérieure à la courbe de développement démographique pour permettre que le supplément de richesse créé puisse servir aux Guinéens. Mais il y a plus de Guinéens qui naissent et il y a la pauvreté qui s'amplifie. Les perspectives de 2011, 2012, ce sont des projections dont pour le moment on ne peut pas en tenir compte puisqu'il y a beaucoup de paramètres que nous savons qui ont changé. Et je reviendrai par la suite sur la courbe d'inflation, parce que ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire la courbe qui indique le niveau des prix dans le pays. Le niveau des prix dans le pays, c'est la courbe qui fait les flèches avec la montagne. C'est tellement important que c'est nettement au-dessus de la moyenne, qui est le petit fleuve qui coule en bas, qui est représentatif de la moyenne des prix en moyenne pour le reste du continent africain. Nous sommes largement au-dessus. Cela veut dire que la situation est tellement difficile puisque le niveau des prix est tellement élevé que par rapport à tous les autres, la vie en Guinée est très difficile. Je reviendrai plus tard sur ça pour donner une explication. Par rapport à l'indice du développement humain, IDH, nous sommes de l'ordre de 0,35 sur 1. Cet indice fait partie des pays ayant le plus faible indice de développement humain et le classement de la Guinée, par conséquent, est tout à fait justifié pour être parmi les derniers du monde et parmi encore les derniers du continent africain. En 2012, le classement IDH nous place à 178e sur 186 pour l'année 2012. Pour mémoire, pour ceux qui ne le savent pas, l'IDH c'est quoi? C'est-à-dire qu'on essaye de calculer
disons, quelques paramètres de la situation socio-économique du pays en fonction de 3 paramètres. Est-ce que les gens vivent longtemps, c'est-à-dire l'espérance de vie à la naissance? Est-ce que les gens sont instruits, le niveau de scolarisation? Est-ce qu'ils savent lire et écrire, c'est-à-dire en tenant compte de l'analphabétisme? Lire et écrire, ça ne veut pas dire simplement lire et écrire en français. Est-ce qu'ils fréquentent les différents niveaux de scolaire? Parce que l'école primaire, si en Guinée, vous avez 100 enfants qui entrent à l'école primaire, pour aller au collège, vous n'aurez plus qu'à peu près que 38 enfants qui arrivent au collège. Tous les autres ont été obligés, pour des raisons différentes, d'abandonner les classes. Et sur les 38 qui arrivent au collège, vous n'aurez que 10 qui pourront arriver à l'enseignement supérieur. Donc c'est pour vous dire que la grande majorité des enfants de ce pays sont complètement laissés à eux-mêmes et abandonnés. En Guinée, ce n'est pas les chiffres que je donne, ce ne sont pas mes chiffres. Ce sont les chiffres officiels donnés par l'Institut des statistiques de la Guinée. Ils disent que 50,2% de la population, soit près de 6 millions de Guinéens, vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et ça, c'est une donnée récente qu'ils ont donnée. Le DSRP, c'est-à-dire le document de stratégie pour la réduction de la pauvreté, qui est le cadre de conception et de mise en œuvre d'une approche intégrée pour l'ensemble des politiques et des programmes de développement, n'a toujours pas réussi à faire inverser le courbe de la pauvreté en Guinée. L'OMD, les objectifs du millénaire que les Nations Unies ont adoptés, ne seront pas atteints pour la Guinée. L'indice de statistique de la Guinée indique que 15% des pères de famille de la Guinée ne peuvent pas subvenir aux besoins de leur famille. Malgré tout, la communauté internationale, elle est attentive. Le 25 septembre dernier, la Guinée a atteint le point d'achèvement du programme de l'initiative des pays pauvres très endettés, avec une annulation de 2,1 milliards de sa dette cette dette doit être réinvestie dans des programmes pour la réduction de la pauvreté. Le 22 décembre dernier également, l'Union européenne a signé la convention pour permettre à la Guinée d'avoir le 10e FED. Si c'est un gouvernement qui travaille conséquemment, il va de soi que c'est une aubaine pour permettre au pays de réduire la pauvreté dans le pays. Là, on verra quelques indications aussi pour dire si la communauté internationale aide la Guinée, il faut que les autorités du pays aident la population guinéenne. Parce que charité bien ordonnée commence par soi-même. Ce n'est pas l'extérieur qui doit faire le développement en Guinée. Et ces indices vous indiquent que 2010, 2011, 2012, quel type de régime? La source, c'est le Nouvel Économiste. C'est un organisme britannique, le Nouvel Économiste, qui a indiqué ces statistiques, qui fait des études pour tous les pays du monde et classe les pays en fonction des critères qui leur sont propres. Donc ce n'est pas un Baouri ou un Guinéen qui a donné ces indications. Ils disent quel type de régime avons-nous en Guinée en 2010, en 2011 et en 2012. Vous voyez que le type de régime n'a pas changé. C'est un régime autoritaire
Et entre 2010 et 2011, notamment en 2010, on a eu les élections présidentielles. Et pourtant, le type de régime reste toujours autoritaire. Cela veut dire que la gouvernance n'a pas changé. Les dirigeants ont changé, mais la gouvernance n'a pas changé. Le type de régime est toujours le même. Et vous voyez le nombre de points obtenus, c'est 2,79, que ce soit en 2010, que ce soit en 2011 et que ce soit en 2012. Et le classement par rapport aux autres pays du monde, si en 2010 on était 144 sur 167, c'est-à-dire avant l'élection présidentielle, après l'élection présidentielle, naturellement, on devrait augmenter, améliorer notre classement. Mais notre classement en 2011 et en 2012 a régressé par rapport à 2010. Nous sommes 146e sur 167. Cela veut dire que si nous ne progressons pas, d'autres progressent. C'est ce qui fait que la Guinée a décroché de 2 rangs. Il donne aussi des indices de démocratie par catégorie sur une échelle de 0 à 10. Et par rapport au processus électoral dont on parle tant, ils l'ont classé 3,50 sur 10. C'est en deçà de la moyenne. Donc, le processus électoral guinéen ne correspond pas à un bon processus électoral. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un organisme anglais qui le dit et qui le note. Comment noter le fonctionnement du gouvernement? Le fonctionnement du gouvernement est 0,43 sur 10. Vous savez, si votre enfant a 0,43 sur 10, ça vous choque. Le fonctionnement du gouvernement, c'est 0,43. Ça, ce n'est pas un Guinéen opposant ou qui est extrémiste ou radical qui le dit. C'est une institution. C'est une institution britannique où tous les investisseurs du monde examinent ces données avant de se dire, tiens, ce pays m'intéresse, peut-être je peux y faire une affaire dans le secteur privé. Ils sont obligés d'étudier ces données pour se positionner. La participation politique, c'est-à-dire le niveau de participation de la population et l'implication de la population, là aussi c'est 3,33. On peut avoir un processus électoral qui est mauvais, on peut avoir un fonctionnement gouvernemental qui est mauvais, mais la participation de la population, c'est-à-dire l'implication des Guinéens à tous les niveaux, comme élus, comme conseiller communal, est aussi très faible. Et la culture politique, là aussi 3,75, c'est tout à fait en dessous de la moyenne. Et les libertés civiques, les libertés de manière générale, c'est-à-dire le respect des droits des citoyens, là aussi 2,94 sur 10. Donc voilà, lorsqu'un investisseur veut aller en Guinée, il va examiner ces données pour se positionner et avoir une idée sur notre pays. Bien. Donc, comment s'explique le scandale guinéen? Différentes raisons sont avancées. D'autres disent que c'est la rupture brutale avec la France en 1958. D'autres disent l'étatisation de l'économie selon le modèle soviétique en vogue dans le... Pourquoi la Guinée n'évolue pas? Comment le pays qui était destiné à jouer le premier rôle en Afrique s'est-il retrouvé parmi les plus pauvres du monde? À titre de comparaison, et là c'est très important, la Guinée à l'indépendance disposait de plus d'atouts que la Corée du Sud, qui en 1960 était marquée par les stigmates de la guerre, avec une population paysanne qui était de l'ordre de 80% des paysans, des Coréens, 80% des Coréens du Sud étaient des paysans. Un pays qui n'a pas de ressources du sous-sol,
Mais 50 années plus tard, cette Corée du Sud a son PIB par habitant qui est 10 fois celui du Nigeria. Et pourtant, le Nigeria bénéficie de plusieurs centaines de milliards de dollars du fait de la rente pétrolière. Et un pays qui était au même niveau ou en dessous de la Guinée en 1958 est aujourd'hui parmi les pays les plus puissants du monde. Un pays comme la Corée du Sud. Il faut se poser la question, mais pourquoi cela est possible? Est-ce que nous sommes des maudits? On a changé de gouvernement. À un moment donné, on dirait que c'était Sékou Touré. Il est parti, ça fait très longtemps. Ensuite, Lansana Conté. On dit c'est parce que c'est un militaire, il n'est pas instruit, il ne sait absolument pas grand-chose. Ensuite, d'autres militaires sont venus, Dadis, Sekouba Konaté. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui est un universitaire. Et pourtant, le pays, au lieu d'aller de l'avant, est en train de regresser par rapport même à ce qui existait auparavant. Donc il est important, en tant que Guinéen, de faire le bon diagnostic. Lorsque quelqu'un est malade, l'aspect le plus important, c'est de savoir de quoi souffre-t-il. Parce que si on sait de quoi il souffre, on peut chercher les remèdes et les médicaments qu'il faut. Et il peut savoir, en fonction du diagnostic, comment se comporter pour ne pas accroître son mal, et même si les remèdes n'existent pas, mais il peut prolonger sa vie. C'est essentiel. Pour un pays aussi, c'est la même chose. À chaque fois, on se heurte. À chaque fois, on se heurte. À chaque fois, nos gens se battent et n'aboutissent pas. Il est important de se dire, est-ce que c'est la faute de ceux qui sont à la tête ou est-ce qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas compris et nous sommes toujours en train de marcher comme hier sans savoir que le chemin que nous avons emprunté est un chemin d'impasse. Je n'ai pas la prétention de dire que j'ai les réponses, mais j'avance 4 pistes de réflexion qui doivent nous être, qui nous permettra d'échanger. La première piste, à mon niveau, qui a facilité la déstructuration économique du pays, c'est le dogme de la souveraineté monétaire avec une gestion laxiste dans la gestion économique et financière du pays. Vous savez, un pays qui est dans la zone franc, lorsqu'il ne crée pas suffisamment de richesse, il ne peut pas utiliser la planche à billets pour payer ses fonctionnaires. Il faut nécessairement qu'il y ait une contrepartie en bien, en service, pour que la monnaie puisse conserver sa valeur. En Guinée, les régimes ont toujours utilisé cette possibilité de création monétaire avec leur banque centrale pour régler les problèmes conjoncturels du fait d'une situation économique sociale désastreuse. C'était valable sous l'ancien régime et ça s'est poursuivi. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous voyez le cours d'inflation en Guinée, il est le plus élevé dans cette zone parce que, principalement, l'une des causes majeures de l'inflation dans notre pays, c'est ce qu'on appelle couramment la planche à billets, mais en réalité, pour les économistes, c'est simplement une création, une émission de monnaie qui n'a pas de contrepartie en biens et services. Cette politique monétaire a permis au régime de contrôler tout, d'appauvrir les gens quand ils le souhaitent
de changer de signe monétaire quand ça les chante. Et en fin de compte, pour le premier régime, les Guinéens, de 1958 à 1984, se sont retrouvés, pour la plupart, sans épargne. Vous ne pouvez rien conserver, à part peut-être ceux qui ont acheté des vaches, ou ceux qui ont acheté des terrains, ou ceux qui ont pu construire quelque chose. Mais en termes monétaires, c'était pratiquement absolument rien du tout, puisque la monnaie n'avait aucune valeur. Le second régime, l'une des réformes essentielles, c'était la réforme monétaire, qui est intervenue au lendemain du fameux discours de 22 décembre 1985. Je dois rappeler à César ce qui appartient à César, de feu regretter le doyen Ba Mamadou a contribué à la rédaction de ce fameux discours du général Lansana Conté le 22 décembre 1985, où une autre politique était projetée avec la libéralisation de l'économie, la reconnaissance de l'intérêt d'avoir un marché libéral et la création d'une nouvelle monnaie, le franc guinéen. Vous savez, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, parce que très souvent nous, on a l'impression que tout le monde sait, mais le 1er janvier 1986, toutes les banques d'État du jour au lendemain ont été fermées, purement et simplement. La fermeture de ces banques fait penser à ce que Chypre a aujourd'hui avec sa deuxième banque qui va être fermée puisqu'il liquide toutes les banques guinéennes à la fin de 1985 étaient purement et simplement fermées. Les employés mis à la porte, c'est pour vous dire l'ampleur de la réforme qui était mise en œuvre. Et la monnaie, le cili, à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, le marché officiel, un cili vaut 1 dollar vaut 25 cili au marché officiel. Au marché parallèle, 1 dollar vaut 340 cili, c'est-à-dire près de 13 fois la valeur officielle. Pour une bonne part, ceux qui pouvaient accéder au marché officiel avaient une possibilité de gain extrêmement importante. Il suffisait d'avoir accès au marché officiel. Si vous pouvez échanger 1 dollar avec 25 cili, celui qui ne peut pas, il est tenu de fonctionner avec le marché parallèle où 1 dollar vaut 340 cili. En d'autres termes, ce sont les dirigeants, l'appareil bureaucratique qui pouvait accéder au marché officiel, l'écrasante majorité de la population et le secteur privé embryonnaire qui était informel n'avait pas accès à ce marché, donc ne pouvait pas se développer. Et le 1er janvier 1986, 1 franc guinéen est égal à 1 franc CFA. C'était la parité qui a été prise. Et 27 ans plus tard, aujourd'hui, 1 franc CFA vaut 15 fois, en 15 à 16 fois le franc guinéen. Ça vous indique, est-ce que nous avons progressé ou est-ce que nous nous sommes en train de dégringoler? Pourquoi n'avons-nous pas pu permettre à maintenir la parité 1 franc guinéen à peu près égal à 1 franc CFA, et maintenant 1 franc CFA c'est 15 à 16 fois le franc guinéen. J'explique ça parce que tout simplement la gestion monétaire a été laxiste. Ça n'explique pas tout, mais en grande partie. Si vous savez que vous avez des obligations incontournables, vous vous donnerez les moyens de respecter des règles. Si vous savez qu'il y a la police qui veille à ce que le code de la route soit scrupuleusement respecté, et si vous déviez en violant
un seul de ces règles, vous êtes sévèrement sanctionné, vous faites très attention. Si, pour la monnaie, c'est la même chose. Quand ça vous chante, dès que vous êtes coincé, vous actionnez la planche à billets, il va de soi que votre monnaie perd de sa valeur. Pour vous, c'est mécanique, mais pour la population, c'est sa sueur, c'est son épargne qui est complètement dilapidée. Si hier, vous aviez souffert pendant des mois et des mois pour avoir une économie de 1 million, 10 mois après, votre million d'hier, en valeur, ce n'est plus que 100 000, il va de soi, c'est comme si on vous a volé votre effort, on a ruiné votre épargne. La seule période relativement vertueuse, c'était avec le début de réforme jusqu'au peut-être au milieu des années 95. Pour l'année 2000, c'est la chute encore. Et en même temps, l'inflation frôle les 28% en 2004. Et c'est en 2004 que l'armée réprime à Conakry au mois d'août des émeutes de la faim, puisque la population s'attaquait aux camions qui avaient des sacs de riz parce que les gens avaient faim. Et c'est l'armée qui a réprimé cette émeute de la faim. La situation se détériora par la suite avec une forte poussée inflationniste due pour l'essentiel à une forte création monétaire sans contrepartie en biens et services d'une part, à la faiblesse des recouvrements des taxes et impôts et à la mauvaise qualité des dépenses. Il y a même le ministre des Finances de l'époque, Zogbelemu, qui était un cadre de la Banque centrale, qui dit, dans une déclaration officielle, que la planche à billets, c'est un aspect vertueux, c'est-à-dire que c'est une bonne chose. Ce qui était une injure à la science économique et aussi un mépris par rapport à la population guinéenne. Pour l'inflation, la courbe de l'inflation, si vous la suivez bien, vous anticipez sur les troubles sociaux et politiques que connaissent le pays. En 2004, on est autour de 28%, et c'est à partir de là que la population a commencé à descendre dans les rues avec les grèves sociales 2005, 2006, 2007. Et à chaque fois, le gouvernement procédait à des augmentations salariales comme si c'était la réponse, alors que cette augmentation salariale, alors qu'il n'y a pas une nouvelle création de richesse, c'était encore tromper la population en lui faisant croire qu'on a augmenté son pouvoir d'achat, alors qu'en réalité, son pouvoir d'achat ne fait que dégringoler. Donc, l'inflation reflète la mauvaise gouvernance qui est érigée en méthode, et en moyenne, on est à 34,7% en 2006, 23,4% en 2007, 18,4% en 2008, 21,4% en 2011, et en moyenne, on est à 15% en 2012, d'après les données statistiques. Dans un contexte où les revendications sociales étaient brimées, puisqu'on a divisé les syndicats, on a fait peur à certains dirigeants syndicaux pour qu'ils n'osent pas procéder naturellement à assumer le rôle de dirigeants syndicalistes, parce que entre 2010, 2011, 2012, le mouvement syndical ne se fait pas entendre, puisque Amadou Diallo, le secrétaire général de la CNTG, on lui a créé une dissidence pour diviser d'un côté, et un jour, des militaires sont allés la nuit chez lui, cagoulés, pour vouloir le tuer. Il a échappé par chance, mais tout simplement, tout ça, c'était des indications pour les intimider et que personne ne puisse bouger lorsque la situation, au point de vue social, est difficile, et jusqu'à présent, tel est le cas. Bien, le gouvernement justifiait cela par la nécessité d'atteindre le point d'achèvement. Et
il y a 8 mois, M. Alpha Condé disait à la population de Conakry, lorsqu'on atteindra le point d'achèvement, vous aurez tous de jolis boubous et vous pourrez faire la fête. Vous vous imaginez que l'atteinte du point d'achèvement doit déboucher sur l'achat de jolis boubous pour faire la fête, c'est tout simplement se moquer carrément de la population. Et ce qui est encore beaucoup plus grave, c'est pour dire, serrons-nous la ceinture, lorsqu'on atteindra le point d'achèvement, à ce moment-là, il nous est permis de faire tout ce qu'on veut. Et vous allez voir ce qui va s'en suivre. Aujourd'hui, la situation est devenue plus difficile. Depuis le mois dernier, les prix ont commencé à monter. Les populations en Guinée sont dans une période très difficile. Pour ceux qui vont et qui viennent savent que la population n'en peut plus. Et ce qui fait descendre les gens dans la rue, c'est en plus cette gouvernance politique, mais beaucoup plus parce que les gens ont faim. Les gens ne voient pas de perspective pour permettre à leur famille de vivre décemment. Dans le texte qui sera publié plus tard, la question de la monnaie nationale, puisque en filigrane, c'est la question de la monnaie nationale qui est mise en cause. La Guinée n'a pas réussi en ayant sa propre monnaie nationale. Ça a permis au régime de survivre aussi longtemps que possible, puisqu'ils ont l'arme monétaire qu'ils utilisent. Mais cela ne veut pas dire, le débat ne clôt pas la nécessité, si oui ou non faut-il avoir sa monnaie nationale, ou faut-il être dans une zone comme la zone franc ou comme la seconde zone. La seule chose qui est importante dans cette affaire, puisque des pays comme le Maroc, des pays comme la Tunisie, en d'autres pays et des pays comme le Cap-Vert ont aujourd'hui des monnaies nationales convertibles. Cela veut dire que la question fondamentale, ce n'est pas la monnaie nationale est une mauvaise chose, la question fondamentale, c'est la capacité, la volonté politique de gérer avec rigueur l'économie et par conséquent avoir une gestion très orthodoxe de la question monétaire. Si vous mettez en avant votre volonté, vos intérêts politiciens au détriment de la nécessité des enjeux et des intérêts économiques du pays, il va de soi vous sacrifier l'avenir de votre pays. C'est la raison pour laquelle dans la plupart des pays, on fait de telle sorte que la banque centrale qui est chargée de gérer la monnaie soit totalement indépendante du pouvoir politique, pour lui donner la force de ne pas succomber à la tentation de l'homme politique qui, parfois, lorsqu'il est coincé, peut dire il faut desserrer ou il faut faire ceci ou cela. C'est l'une des raisons pour assurer à la monnaie une gestion rigoureuse qui n'est pas influencée par les intérêts du gouvernement ou du politique à un moment donné. Chez nous, la Banque centrale est rattachée à la présidence. Donc le président, ce qui est le plus important pour lui, c'est sa survie politique. Ce n'est pas, disons, que la situation économique s'améliore. Il y a une autre piste, ça c'était la première piste, pour expliquer pourquoi on est dans cette situation. Si on n'était pas dans la monnaie nationale, je pense que la situation n'aurait pas évolué comme elle a évolué durant ces 50 dernières années. Donc ça, c'est une question où il faudra continuer à creuser et pour apporter beaucoup plus d'éléments. L'autre piste, la piste politique, ou l'absence d'alliance entre les pouvoirs politiques et économiques.
il y a quelque chose qui est fondamental. Et c'est un historien français, un éminent historien français qui dit, Fernand Braudel, pour ceux qui le connaissent, il dit qu'il n'y a pas qu'un seul modèle de développement. Ce qui importe dans le développement économique, c'est la qualité de l'alliance entre les pouvoirs politiques et économiques. La qualité de l'alliance entre les pouvoirs politiques et économiques. Et ça, cette qualité, est-ce que les relations sont bonnes? Est-ce que les relations sont confiantes? Est-ce que de part et d'autre, le pouvoir politique et le pouvoir économique se font confiance? C'est cette question qui est essentielle. À partir du moment où, en fonction de la qualité de l'alliance entre les pouvoirs politiques et économiques, l'avenir d'un pays est prédéterminé par cet aspect. Nous, c'est quoi? Sous l'Ancien Régime, tous ceux qui possédaient un capital, qui était ramené plus ou moins aux commerçants, c'était les suppôts de l'impérialisme, c'était les affameurs du peuple, ils étaient pourchassés. Et une des raisons où les historiens et les politologues guinéens doivent creuser, c'est le premier parti guinéen qui était créé par Petit Touré ou qui était considéré par le parti des bourgeois, entre guillemets. Eux tous, ils ont péri. Ils ont été liquidés. Donc l'alliance entre pouvoir politique et pouvoir économique, sous l'Ancien Régime, c'était une lutte antagoniste. Avec Conté, les militaires, quel était ce type d'alliance? C'était pas du tout clair. Des fois, ça avait l'air d'être une alliance bonne, mais d'autres fois, c'était plus une question de rivalité. Et malgré tout, les détenteurs de capitaux apparaissaient comme étant les trafiquants et autres. Mais c'était une situation moins conflictuelle que celle que nous connaissions avec le premier régime. La situation actuelle, pour la résumer, c'est uniquement le fait qu'on ait brûlé les magasins il y a un mois à Conakry, où il y a plus de 50 milliards qui sont partis en fumée, parce que c'était des magasins qui appartenaient à des commerçants dans le plus grand marché du pays. C'est une indication comme quoi que ceux qui détiennent un capital et le pouvoir politique sont complètement diamétralement opposés. Et dans ce contexte, il n'est pas possible, en prenant en compte ce que Fernand Braudel a indiqué, qu'il n'y puisse y avoir développement économique dans ce contexte. Et depuis que les magasins ont été brûlés, la situation a empiré et l'inflation a repris son chemin pour encore monter. Parce que s'il n'y a plus de confiance, chacun se protège et il y a les anticipations et en fin de compte, c'est la plus grande majorité de la population qui en souffre. Si hier, on pouvait avoir des biens en circulation, dans peu de temps, ce ne seront pas les biens en circulation qu'on aura. C'est une pénurie généralisée où même lorsque vous voudrez avoir certaines choses, vous ne trouverez pas ça sur le marché. Ou même si vous le trouvez, les prix seront tellement élevés qu'une grande majorité de la population sera complètement éjectée de sa possibilité de pouvoir consommer. Et consommer, très souvent, les gens ne consomment que pour survivre. Le riz, l'huile, les denrées de première nécessité. S'ils ne peuvent plus avoir accès à ça, ce sera la famine. Et qui dit famine, dit nécessairement une explosion sociale. Et depuis quelques jours, quelques semaines, chaque jour, il y a des mouvements de population pour le courant, pour ceci, pour cela. Avant-hier, la population de Fria chasse le préfet, le maire et le commissaire. Mais si les gens avaient de quoi manger, si les gens avaient confiance en l'avenir, même si des processus électoraux ne fonctionnent pas, je pense
qu'on n'aurait pas la situation que nous sommes en train de vivre. Donc, ça, c'est la difficulté. Maintenant, la piste institutionnelle ou la nature prédatrice et néo-patrimoniale de l'État guinéen. C'est pour dire, est-ce que c'est des gens qui ne comprennent pas, qui agissent sans connaître? Le comportement des gouvernements guinéens n'est pas fortuit. Il reflète exactement les intérêts des représentants d'un système prédateur néopatrimonial. Les appareils d'État conçus dès l'indépendance avaient et continuent d'avoir comme fonction essentielle la ponction de toutes les ressources nationales pour satisfaire les besoins de la nomenclature politico-bureaucratique du pays. Et un Français également, je préfère utiliser d'autres que utiliser des témoignages des Guinéens, parce que le Guinéen, on dira toujours, il a en parti pris. Bernard Ameillon, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, je le conseille vivement, a écrit avec finesse les débuts de la construction post-coloniale du jeune État dans l'essai publié en 1964 intitulé « La Guinée, bilan d'une indépendance ». Il a démontré que les paysans guinéens ont été toujours les laissés pour compte, écrasés par les impôts payés en nature et marginalisés politiquement. Ce n'est qu'après la chute de la dictature que les normes que vous connaissez furent abrogées, donnant ainsi à la paysannerie une relative liberté. Ce n'est pas pour autant une révolution sociale. Le général Lansana Conté ne disait-il pas à l'adresse de ses fonctionnaires « La chèvre broute là où elle est attachée ». Il disait ça pour justifier la corruption et le détournement des deniers publics. Comme l'écrit Jean-François Médard, la réalité de l'État africain est si éloignée d'un État démiurge censé promouvoir le développement, car la finalité de cet État n'est ni le développement, mais seulement l'accumulation des ressources en siphonnant les deniers publics en faveur d'une minorité qui a privatisé l'État. Ainsi, cette politique du ventre, comme l'appellent certains, définie par Jean-François Bayard comme une forme de gouvernance qui a pour but exclusif la satisfaction matérielle d'une minorité qui est celle qui gouverne, est tout à fait correspond à la situation que nous vivons. Si votre intérêt, c'est de siphonner, c'est-à-dire c'est de pomper toutes les ressources nationales au bénéfice d'une minorité, est-ce que vous vous donnerez les moyens pour que la majorité de la population soit au fait de la situation du pays? Non. Vous aurez inconsciemment une attitude pour essayer de faire en sorte que la population ne sache pas comment l'État est en train de fonctionner. Vous ne donnerez pas les moyens à l'écrasante majorité de cette population d'avoir un niveau d'instruction qui lui permet de vous concurrencer. Vous sélectionnerez les hommes et les femmes dans les postes administratifs en tenant compte de la perpétuation d'une même catégorie de population qui est toujours issue des mêmes familles. L'exemple actuel de M. Alpha Condé, si vous regardez autour de lui, qui sont autour de lui? Je me permets de donner quelques indications. C'était les gens qui étaient à côté du général Lansana Conté. Et pourtant, ceux qui étaient à côté du général Lansana Conté étaient diamétralement opposés à Alpha Condé à l'époque. Comment se fait-il que les lieutenants de du général Lansana Conté soient aujourd'hui les lieutenants de M. Alpha Condé? Ça, il faut se poser la question. Deuxièmement, si vous regardez certains noms, c'est la perpétuation des mêmes. Les enfants des mêmes qui, à l'indépendance, leurs parents étaient déjà là.
qu'ils soient de telle ethnie ou de telle autre, ça c'est secondaire, mais c'est les familles des mêmes qui, il y a 40 ans, ce sont leurs enfants qui sont aujourd'hui autour de M. Alpha Condé. Donc, c'est pour indiquer qu'il y a une conscience qui est commune à une certaine catégorie minoritaire des Guinéens qui ont toujours géré ce pays d'une manière ou d'une autre et ils veulent que ceci se perpétue. Maintenant, à la population, au grand nombre, de savoir où se trouve l'intérêt de la grande majorité de la population guinéenne. La nature de l'État prédateur néopatrimonial est contraire au développement économique et à la démocratie. Les conflits ethniques, la mauvaise gestion des affaires publiques, la fragilité chronique des institutions, la violence récurrente contre les citoyens, la misère des populations ne sont que les conséquences directes ou indirectes de la nature de l'État guinéen. Dans ce cas, aucun projet de développement ne peut être durable. Le cas du Mali actuel préfigure ce qui pourrait arriver à la Guinée du fait de la cécité politique de ses élites. Vous allez dire, mais M. Baouri, vous êtes tellement pessimiste. Mais il est bon de faire un bon diagnostic pour savoir comment s'en sortir. La quatrième piste, la piste sociologique, ou l'absence au niveau des élites de consensus autour de normes morales vertueuses. À titre d'exemple, on dit la politique en Guinée, politique au dianfa. C'est-à-dire que si tu es en politique, il faut être un traître impuissant, il faut trahir tout le temps, parce que c'est la nature même de la politique. Par conséquent, mettre cela en exergue, lorsqu'on est appelé à gérer les affaires de tout un pays, où tu te dis déjà dans ta propre conscience, c'est naturel que je trahisse toujours les intérêts collectifs. Ah, avec ça, on ne pourra pas s'en sortir. Et là aussi, la logique de l'État néopatrimonial induit également des comportements sociaux et des attitudes que se partagent les tenants de ce système. L'absence de consensus au niveau des élites du pays sur le socle de valeurs qui fondent l'État est une conséquence de cette situation. C'est à juste titre que M. Kaoujet Bazu, qui est l'actuel vice-président de la Banque mondiale, il dit que le développement économique dépend très largement des normes morales qui prévalent dans un pays. Fidèle en cela aux enseignements d'Amartya Sen, prix Nobel d'économie. Donc, le comportement moral, les vertus que nous mettons en avant, ce n'est pas simplement pour dire que l'économie, il faut le rétablissement des équilibres macroéconomiques. Si c'est une technique, cela, mais ceci est nécessaire, mais ce qui est fondamental, c'est le partage d'un socle de valeurs sur le plan moral, où tout le monde sait qu'en dehors de cela, il y a des limites. L'émergence d'un esprit de service public, le respect des patrimoines collectifs. Si on vous donne un poste aujourd'hui en Guinée, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, Yahunoka, Baïté, Abodaka ». C'est l'avenir. Ça rejoint ce que nous disons. Si on ne prend pas en compte la nécessité d'un esprit public, respecter le patrimoine collectif, accepter de payer et d'honorer ses obligations fiscales en s'acquittant des impôts, avoir le sens du devoir et de la responsabilité dans la gestion des affaires publiques. Dès que on vous confie une responsabilité, c'est tout le monde qui dit « Pourquoi tu t'intéresses à ça ?»
C'est-à-dire qu'il faut gérer les choses n'importe comment, puisque ce n'est pas ce qui appartient au collectif. On est libre d'en faire ce qu'on veut, sans rigueur, sans esprit. Et puisque ce n'est pas une propriété de ton père, tu peux brader ça. C'est pour cela que le pays est en train d'être bradé par M. Alpha Condé. Quand on a cet esprit au pouvoir, il ne faut pas s'étonner de savoir et de comprendre pourquoi la Guinée est là où elle est aujourd'hui. En ce qui concerne la Guinée d'aujourd'hui, marquée par une construction nationale inachevée et des déséquilibres économiques fortement inégalitaires, les élites sont encore prisonnières d'un conformisme ambiant qui empêche la définition commune d'une même vision de l'avenir du pays. Tricher, mentir, spolier les deniers publics, renier la vérité sont antinomiques de la rigueur intellectuelle indispensable pour affronter les défis du présent. Ce système consacre le triomphe de l'égoïsme individuel sur l'intérêt collectif. Et c'est en cela que malheureusement, si vous regardez bien l'évolution sociologique de notre pays, la grande majorité des populations ne font pas confiance à ceux qui ont fait les écoles de type occidental. Parce que le symbole de cet appareil politico-bureaucratique, ce sont grosso modo représentés par ceux qui sont appelés à être ministres, à être des directeurs nationaux, c'est-à-dire à ceux qui ont fait l'école française. Et tout cela n'ont pas contribué à faire émerger des valeurs positives que la population reconnaît. Et depuis 20 ans, le mouvement est une réalité dans nos pays. Les gens font beaucoup plus confiance à qui? Dès que tu as étudié dans le système occidental, tu es, pour eux, tu es suspect, tu es corrompu. Ah, c'est des traîtres, ils vont nous trahir. Mais voilà qu'ils préfèrent faire confiance à celui à qui ils confèrent une certaine honorabilité. Et c'est la raison pour laquelle notre société est aujourd'hui divisée de manière profonde en deux. Et dans d'autres pays, cette division est telle que vous avez, d'une manière ou d'une autre, l'influence ou une des conséquences du printemps arabe. Je ne vais pas creuser la question, mais c'est l'autre piste qui vous permet de comprendre comment nos sociétés sont en train d'évoluer. C'est les 4 pistes que je vous livre qui peuvent permettre des réflexions ultérieures. À titre d'illustration, les 4 types de la gouvernance minière. La gouvernance minière en Guinée, puisque c'est le secteur essentiel, illustre nettement la propension à l'affairisme qui gangrène ce secteur vital pour l'avenir du pays. Si au lendemain de l'installation de M. Alpha Condé au pouvoir, une certaine euphorie s'était emparée de certains dirigeants des groupes miniers, aujourd'hui la désillusion est totale. Premier exemple, le nouveau contrat minier adopté en septembre 2011 par le CNT accorde à la Guinée 15% des actions dans chaque projet et qui pourra exercer une option d'achat de 20% au taux du marché, c'est-à-dire grosso modo 35%. Maintenant, c'est comme si vous prenez un revolver et vous tirez une balle au pied. Vous ne pouvez pas avancer. Si pour l'investissement d'un projet comme Simfer Simandou, vous savez, tout à l'heure, M. Bazui disait, ce qui est important, c'est le consensus au niveau des élites de partager les mêmes valeurs morales. Les valeurs morales veut dire le respect du plus grand nombre et une discipline à titre individuel pour tenir compte des autres. Et ça, c'est extrêmement important pour nos sociétés africaines et surtout pour la société guinéenne. Donc, si vous dites 20% option d'achat, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement, si un projet coûte 10 milliards de dollars et
15% sont automatiques, c'est tout à fait normal. Les 20%, l'État doit les acheter autour du marché. Avec un État pauvre, il va de soi que le projet ne peut pas être. Et ce qui est un problème aujourd'hui pour le Simandou. Et c'est la raison pour laquelle ces jours-ci, ils disent qu'ils vont représenter le code minier devant le CNT. Il a été adopté en septembre 2011, il doit être adopté encore, il faut qu'il repasse devant le CNT, c'est pour vous indiquer comment ça fonctionne. L'usine de Fria, mais c'est un scandale majeur. Notre seule usine de production d'alumine est arrêtée, ça fait maintenant 1 an jour pour jour. Ça ne fonctionne pas. Les travailleurs sont en grève, ils n'ont pas de salaire. Et Russal et le gouvernement guinéen se rejettent la responsabilité. Je n'incite pas outre mesure, ceux qui auront le texte l'auront pour savoir ce qu'il y a, mais c'est pour vous indiquer, là aussi c'est une démission. Un gouvernement qui laisse une ville disparaître, le fleuron de son industrie mourir à petit feu. Le troisième exemple, c'est l'accord transactionnel avec Rio Tinto où l'État a obtenu 700 millions de dollars. Lorsqu'il a obtenu les 700 millions de dollars en avril 2011, Alpha Condé croyait que maintenant tout était permis. Il disait que lui, il s'en fout du Fonds monétaire de la Banque mondiale. Ce qui lui importe, avec ça, il va être un partenaire de l'Angola, du Venezuela et de M. Kadhafi. Oui, mais c'était les trois. Pour lui, la coopération sud-sud doit reposer sur Chavez, sur Kadhafi et sur l'Angola. Aujourd'hui, Dieu a fait que Chavez n'est plus là, Kadhafi est parti dans des circonstances tragiques et son pays est complètement déstructuré. L'Angola poursuit son chemin. Et les 700 millions de dollars, lui-même il dit après, en présence de Tony Blair, ils ont mal négocié. À qui la faute? Les Guinéens ne connaissent pas le contenu des accords qu'il y a à l'intérieur de cette signature transactionnelle. Est-ce que c'est le prix à payer pour obtenir la signature du décret pour la concession? Est-ce que c'est une avance des impôts et taxes à percevoir remboursées par un congé fiscal de 8 années? Est-ce que c'est la part qui doit revenir à l'État guinéen du fait que Rio Tinto a cédé une partie des actions à Chinalco? Ou est-ce que c'est le prix, une pénalité du fait que Rio Tinto a gelé le projet pendant 12 ans sans l'exploiter? Personne ne vous dira exactement pourquoi c'est 700 millions de dollars. Le gouvernement guinéen dit une chose, Rio Tinto dit autre chose. En début d'année 2011, M. Alpha Condé invite le président brésilien Lula pour lancer le démarrage de la réfection de la voie ferrée Conakry-Kankan, c'est-à-dire Conakry-Niger. Le groupe brésilien Vale avait déjà engagé 1 milliard de dollars pour refaire la voie. M. Lula et M. Alpha Condé lancent les travaux. Une semaine après, M. Alpha Condé dit qu'il faut tout arrêter alors que les traverses pour refaire la voie ferrée étaient déjà pour une partie à Conakry et les travaux ont été stoppés. Pour quelle raison? Il ne peut pas le dire officiellement et jusqu'à présent la voie n'est pas refaite malgré les propos qui ont été tenus à l'époque. Le développement de l'affairisme dans la gouvernance du secteur minier guinéen est connu du monde entier. Le scandale impliquant Paladino où le prêt de 25 millions de dollars devait permettre une participation de Paladino à hauteur de 30% dans la future société guinéenne du patrimoine minier, Sogopami, a été un scandale. Ce n'est pas les Guinéens qui ont ressorti ça, c'est le Financial Times du mois de juin dernier. Sans appel d'offres et dans l'opacité complète, un accord gré à gré permet à African Iron Ore Gold
d'obtenir 40% de la société des infrastructures minières qui va construire le Trans-Guinée et le port minérier. Ça, on ne connaît pas les conditionnalités qui sont liées à ça. Il en est de même des accords avec BTG Pactual. Ça nous permet de voir les acteurs nouveaux qui sont au niveau de notre Simandou pour indiquer que la politique minière de M. Alpha Condé se révèle être une calamité pour la Guinée, car l'affairisme a atteint un niveau jamais égalé par le passé. Cette avalanche d'affairisme en moins de 2 ans a ruiné la crédibilité des autorités guinéennes et a mené au gel des importantes ressources minières de la Guinée. Le projet Simandou Rio Tinto, Simfer des blocs 3 et 4 est dans l'impasse. Le groupe BSGR, bénéficiaire des blocs 1 et 2, est en conflit larvé avec les dirigeants guinéens et les groupes Vallée et BHP Billiton ont quitté le pays. Quelle perspective possible? 2 scénarios sont possibles. Soit on continue à descendre en enfer, soit le sursaut national salvateur. La gouvernance économique est le reflet de la gouvernance générale du pays. Les caractéristiques de la nature prédatrice et néopatrimoine de l'État guinéen ont atteint leurs limites. La crise politique et sociale s'est amplifiée depuis 2005. Aucune réforme n'a été engagée depuis lors de manière durable pour apporter une réponse aux maux dont souffre le pays. Au contraire, les problèmes se sont accrus. La cohésion nationale vole en éclats et la pauvreté gagne de larges couches de la population. Les institutions du pays, fragilisées depuis très longtemps, se sont affaissées et l'État guinéen est au bord de la faillite. Poursuivre dans cette voie, c'est encourir le risque de pousser le pays vers la destruction. L'impossibilité d'organiser des élections législatives claires et crédibles indique la profondeur de la tragédie collective qui rôde autour de nous. La Guinée est dans la trajectoire qui a conduit des pays comme le Mali, la Somalie et le RDC, pour ne citer que, à sombrer dans la désolation et livrer nos populations à elles-mêmes. Ça, c'est si rien n'est fait. Dieu ne va pas nous accorder toujours sa bénédiction et sa chance pour qu'on ne tombe pas au fond du trou. On va naturellement au fond du trou pour cette fois-ci. Mais il se pourrait que ce ne soit pas ainsi. À condition que le sursaut patriotique est indispensable pour stopper l'extension de la misère économique. Le changement est devenu une nécessité pour éviter le chaos. D'abord, l'État est à refonder pour qu'il assure l'émergence d'une Guinée moderne, ouverte et prospère. Le réveil de la Guinée aura un grand impact pour l'ensemble des pays de la sous-région. L'exploitation rationnelle de son potentiel minier et énergétique en fera un des principaux pays d'Afrique à condition qu'il y ait le sursaut pour relever les défis. Monsieur Roland Pré, le gouverneur qui a écrit en 1940-1951, croyait en l'avenir de la Guinée. Nous aussi, nous avons confiance en la possibilité de tirer ce pays des mains du sous-développement pour en faire la locomotive en Afrique de l'Ouest. C'est ici à Bruxelles, capitale de l'Europe, dans cette prestigieuse université de l'ULB, que j'affirme que la Guinée se relèvera et pourra être une locomotive en Afrique. Nous travaillons pour ça et notre énergie est totalement orientée pour réussir ce redressement. Pour terminer cette présentation, c'est l'occasion pour moi de remercier tous ceux qui se sont déplacés, qui ont abandonné leurs activités pour m'honorer de leur présence. Ça me va droit au cœur, je vous remercie. Je remercie également ceux qui ont initié la possibilité qu'on puisse se retrouver. Le cercle du Conseil des étudiants guinéens de l'Université du LB,
président Justice Bahouri, qui a eu l'amabilité, dans un contexte particulièrement difficile, de me soutenir et de me dire « Tu n'es pas seul, nous sommes avec toi ». La communauté des sages de Belgique, qui est attentive à la souffrance des nôtres. Je vous remercie. Et je remercie enfin l'université du LB pour m'avoir honoré et d'avoir accepté la proposition du cercle des conseils des Guinéens, du cercle des conseils des étudiants guinéens du LB. J'ai confiance que notre pays, malgré tout, se relèvera parce qu'il dispose des ressources nécessaires tant à l'intérieur qu'à l'extérieur pour que cela puisse être possible. Avec votre permission, je remercie pour cette assistance. Voilà, merci à tous et à toutes. Donc, nous avons tous suivi cette brillante intervention de M. Bahouri sur la problématique que nous avons choisie. Je pense que nous sortirons tous ici avec quelque chose à réfléchir ou à proposer. Maintenant, nous allons passer à la séance des questions-réponses. Donc, toutes les personnes qui souhaitent poser une question peuvent demander, s'ils peuvent les écrire, ils peuvent le faire, s'ils souhaitent aussi s'exprimer oralement, ils peuvent le faire en se présentant naturellement. Ceux qui pensent qu'ils ont envie ou ils ont quelque chose à poser, mais ils ne peuvent pas le faire en français, ils peuvent le faire en poulard. Nous nous chargerons de faire la traduction auprès de notre conférencier. Voilà, la parole est au public. Question. Question. Voilà, donc